Amis, je vous remercie d'être venus à cette réunion. Mais ce qui m'a déterminé à mettre l'accent sur, au fond, parce que quand vous regardez les films, ce que Hollywood nous propose maintenant, il n'y a que la violence. La violence, la violence, la violence, c'est ça. Or, la violence a commencé, comme disait Aimé Césaire, qui est mon maître à penser. Aimé Césaire dit « L'Europe occidentale est comptable devant toute la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. » Et ça a commencé avec Christophe Colomb. C'est, au fond, ce sont les gens au fond de ce qu'on appelle la péninsule ibérique qui ont donné de l'argent et envoyé quelqu'un découvrir le Japon, et sur le chemin, il a découvert l'Amérique. Quand il arrive là-bas, il est vrai que l'Europe avait une supériorité. Ils arrivent là-bas, ils voient des gens presque nus, avec des javelots, des flèches, et il dit, mais comment? Mais ils avaient beaucoup d'or. Et immédiatement, il dit, bon, portez le bagage, parce qu'il suffit de quelques coups de fusil pour que les flèches et tout ça soient totalement, on peut dire. Et quand ils s'en vont, on voit ici, et c'est le Dominicain qui était avec eux, quelqu'un donc qui est de leur groupe, qui dit, mais les gens portent vos bagages et les enfants que les femmes ont au dos se mettent à pleurer, vous dites, ben, ça m'empêche de dormir, tu prends l'enfant et tu l'attrapes contre le rocher. Et il a écrit ça. Après, ils arrivent dans un village. Dans un village, il y a une femme qui passe avec son enfant dans le dos. C'est une histoire réelle. Il se trouve qu'ils ont des molosses, des chiens, qui n'ont pas mangé. Quand il voit passer la dame, il enlève le bébé du dos de la dame, coupe en deux et donne à manger au chien. C'est ce qui s'est passé réellement. C'est comme les journalistes que vous êtes là, vous dites voilà ce qui s'est passé. Comment il les découpe, les chiens se mangent. Et donc les Espagnols sont précédés d'une réputation de barbares qu'on a peine à imaginer. Alors les gens, évidemment, quand ils arrivent dans les villages, ils prennent leurs flèches, leurs arcs. Mais eux, ils ont des fusils, ils ont des mitrailleuses et des canons. D'un côté, il y a quelqu'un qui a des arcs, des flèches, des javelots, et de l'autre, quelqu'un qui a des fusils, des canons. Il n'y a pas photo. C'est ce qui fera dire à Mao Tse-tung, le pouvoir désormais est au bout du fusil, c'est plus au bout des arcs, des flèches. Et alors, quand ils arrivent, il dit comment? Ils nous attendent avec leurs flèches. Ils tuent quelques-uns et coupent les mains de tous les autres pour dire vous allez manger avec vos pieds. Après, on voit les choses ici, bon, c'est là. Un autre témoin oculaire qui a écrit un livre que tous les intellectuels doivent avoir, c'est Alexis de Tocqueville. Il est parti en Amérique. Et ce qu'il a vu de ses yeux l'ont tellement horrifié qu'il a écrit son fameux livre de l'Amérique. Mais il dit, mais quand tu vas en Floride, il y avait des gens qui habitaient là-bas, on les appelait, comment dirais-je, les Séminoles. On les tue tous. On n'appelle plus la Floride séminolide, non, c'est Floride. Ensuite, il y a des cris. On les tue tous. Ainsi de suite. Mais ce que les Américains ont de curieux, c'est que de temps en temps, ils aiment garder le nom d'un État. Je m'en vais au Kansas, tu vas au Kansas, il n'y a pas un seul Kansas, on les a tous tués. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les Missouri. Devant Missouri, il n'y a plus aucun Missouri, tout tué.
Et c'est la même chose également pour les Illinois. Les gens de Détroit, tout ça, là, les tués tous. Avant habitaient les Illinois. Quand j'étais à l'université de Harvard, à Massachusetts, il n'y a pas un seul Massachusetts. Hein. Tous sont depuis longtemps, on peut dire, disparus. Et enfin, tous les autres, là, de l'autre côté, ils ont tous tué. Bon. Et comme disait Alexis de Tocqueville, quand les gens qui sont venus de l'Atlantique auront atteint le Pacifique, il n'y aura plus d'Indiens. Et en Amérique du Nord, là où se trouve Trump, qui dit que lui, il a la force, quand dans comment dirais-je, dans le combat qu'il a eu à livrer contre Kamala Harris, il dit, oh Kamala Harris, toi, les gens qui te soutiennent, hein, ils mangent les chiens, les chats, ce sont des nègres qui viennent. C'est ce qu'il a dit. Vous l'avez tous entendu. Bon. Eh bien, une fois qu'ils ont fini de nettoyer ça, ils ont dit, mais nous, on va maintenant se mettre à faire le travail de la terre. Ça n'a aucun sens. Puisque nous avons la supériorité des armes. En Afrique, les gens ont des arcs, des flèches et tout, comme les types de là-bas, on n'a qu'à aller là-bas. Et ils arrivent, commence alors la traite des Noirs. Mais celui qui a commencé le premier, ça a été paradoxalement un certain Louis XIV. Louis XIV a déporté tellement de Noirs qu'il a battu le plus beau château d'Europe, le château de Versailles. Mais le château de Versailles dégouline du sang des Noirs. Combien de gens le savent? Il faut l'enseigner dans nos universités. Tu vas à Versailles, c'est magnifique. Mais combien de sang de Noirs dégouline? C'est ça. Et c'est Colbert qui a amené tout ça. Et comme il n'était pas pour, comment dirais-je, un homme tolérant, il dit, tu es catholique, si tu ne l'es pas, il y a à peu près 7 façons de faire changer l'opinion des gens, donc je voudrais que vous puissiez manger tranquillement ce soir, donc je ne vous en parlerai pas. Parce que si vous écoutez ça, ça vous empêchera de dormir. Et une fois qu'il a fait ça, les gens ont pris de la fuite. C'est comme ça que les Hollandais ont pris de la fuite pour venir en Afrique du Sud se casser là-bas. Mais pour mettre en bas ce que Nelson Mandela va combattre plus tard. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Donc, il est à la base du château de Versailles. Quand on a supprimé l'esclavage, on a donné des compensations, non pas aux esclaves, mais au fond aux propriétaires d'esclaves. Et l'un d'eux a pris l'argent et a fait la tour Eiffel. Quand tu vois la tour Eiffel, il faut savoir que c'est le sang des Noirs qui est en train de dégouliner là-bas. Versailles, tour Eiffel, et pour finir, il y a au fond là où se trouve le président de la République, c'est-à-dire au fond l'Élysée. L'Élysée, c'est l'argent qu'on a donné à un propriétaire d'esclaves qui a fait ça. Mais je vais faire un petit détour. Ma femme a sorti un livre. Je vous conseille, parce que comme elle a une mémoire d'éléphant, elle raconte comment nous n'avons pas eu le second mandat. Alors, pourquoi on n'a pas eu le second mandat? Je vais vous dire ça. Bon, mais quand même, je crois que mon fils ne voudrait pas qu'on en parle, mais quand même, je voudrais... Non, mais parce que, voilà ce que... Parce que... Oui, d'accord. Oui, d'accord. On va finir de montrer les photos et je vais vous dire l'histoire de mon épouse. Bon. Alors ici, évidemment, après les Indiens, on a eu les Noirs. On a eu les Noirs déjà? Oui, on a eu les Noirs déjà. Bon, alors là, maintenant, nous avons ce qui est arrivé aux Juifs. Les Juifs, non seulement il fallait se mettre nus, tu arrives, tu as un numéro matricule qu'on met au fer rouge.
les enfants ont ça. On a beau dire, on vous fait voyager dans les wagons de bestiaux. Vous arrivez, vous travaillez comme un esclave et tout ça. Mais surtout, tous les gens, tous les soirs, tout le monde est nu, homme comme femme, pour montrer la supériorité de la race aryenne. Et une fois qu'on a fait ça, je crois que on vous montre comment, ici en bas, complètement, il y a un docteur qui s'appelle Karl Klauber. Il a sévi en Namibie. Non, du moins l'un de ses lieutenants. Il enlève tout ce que les petits ont entre les jambes là, pour faire des expériences, puisqu'ils sont appelés à mourir. Il fait ça pour les femmes aussi. Et quand je suis arrivé en France, puisque mon cousin le général Soglo était l'aide de camp du ministre de la Guerre, les gens nous disaient, voilà comment le peuple français, ce qu'il a pu souffrir. Non. Alors, une fois on voit les Juifs, on dit, vous allez aller prendre une douche. Et le type croit effectivement qu'il va aller prendre une douche. Il rentre dans une salle de bain, et au lieu d'avoir de l'eau, c'est un gaz qu'on appelle le gaz Zyklon, qui sort, il aspire ça, il tombe, il meurt, et après, on va le mettre dans les fours crématoires. Alors, c'est ça que vous avez complètement en bas. Et après ça, il y a des montagnes, mettons, de morts, qui sont là, que vous voyez, en pagaille, entassés comme au fond, je ne sais pas quoi. Et après, on les passe dans les fours crématoires. Non, attention. Non, mais avant, non. La dernière chose que je veux montrer, c'est complètement à la fin. On voit un cadavre d'un juif. Mais quand tu tues un mouton et que tu enlèves la peau, non? Ils enlèvent la peau des juifs. Et on enlève, avec la peau, on fait des abat-jours en peau humaine. Vous voyez ça au bout. Et dans le Miami-Mon, le fils, il nous sort les hein, c'est vrai. Voilà ce qu'on appelle la civilisation occidentale, et c'est pour ça que Aimé Césaire m'a dit non. L'Europe est comptable du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Il n'y a pas que, c'est vrai. Alors vraiment, je voulais, avant que vous ne partiez, que vous partagiez pourquoi j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre-là. Parce que quand tu as quelqu'un qui dit ce qui est arrivé aux Indiens, ce qui est arrivé aux Noirs, et ce qui est arrivé aux Juifs, mais il faut que tout le monde le sache. Alors je m'excuse de vous avoir infligé des photos qui vont vous empêcher de dormir, peut-être certains d'entre vous. Alors merci beaucoup. Merci infiniment de votre patience. Je voudrais exprimer toute mon émotion et ma reconnaissance de me trouver ici cet après-midi avec vous. Excellence, Monsieur le Président, Nicéphore Dieudonné Soglo, vous avez presque exigé que ce soit moi, devant mes hésitations, vous m'avez convaincu avec des mots et des paroles forts, riches et pleins d'espérance. Et c'est avec espérance que je suis ici cet après-midi. Son peuple, dans un magnifique sursaut de dignité, s'est dressé d'une seule voix lors d'une conférence nationale souveraine réunissant presque toutes les forces vives de la nation contre
la violence et l'arbitraire pour recouvrer la liberté et ouvrir la voie à un vaste mouvement de démocratisation des structures du pouvoir et de réhabilitation de l'homme noir. Cet élan exemplaire à tout point de vue faisait basculer le pays d'une dictature à la démocratie est loin d'être anodin. C'est ce point de basculement dans l'histoire du Bénin, ce printemps béninois, que nous souhaitons raconter. Page 13. Au total, l'ardoise que laissera le régime du PRPB se chiffrait à 600 milliards de francs CFA, dont 22 milliards concernaient le projet cimentier d'Onigbolo, 34 milliards le projet pétrolier de Sémé et 49 milliards le projet sucrier de Savet. Pour la seule dette envers la BCEAO, le Bénin payait près de 5 millions de taux d'intérêt par jour. L'endettement intérieur de l'État, y compris les salaires des agents permanents de l'État APE, se chiffrait à la fin de 1989 à près de 80 milliards de francs CFA, auquel il faut ajouter l'endettement né de l'effondrement du système bancaire, évalué à plus de 120 milliards de francs CFA. En 1989, du fait de l'incapacité du gouvernement à respecter les conditions de déboursement de l'aide budgétaire, c'est seulement la moitié de l'aide budgétaire qui a été déboursée et les financements de projets ont fortement baissé du fait de manque des fonds de contrepartie. Page 14. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. Simone Veil. Je n'aime pas l'expression devoir de mémoire. Le seul devoir, c'est d'enseigner et de transmettre. Simon Veil. Excellence, Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Souglo. Excellence, Monsieur le Président Thomas Boniyayi. Excellence, Monsieur les anciens présidents de la Cour constitutionnelle du Bénin, Maître Robert Dossou, Professeur Théodore Olo, Monsieur le ministre Jean-Michel Abimbola, Monsieur le ministre Ganiou Soglo, Monsieur le maire Liradi Soglo, Mesdames et Messieurs les anciens présidents d'institutions en République du Bénin, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires en République du Bénin, Mesdames et Messieurs, en vos grades, qualités et titres. En vous saluant très chaleureusement, je vous souhaite à nouveau, frères, la bienvenue au lancement officiel du livre « Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie » du président Nicéphore Dieudonné Soglo, notre ancêtre vivant. Une espérance illumine et rayonne
dans le ciel béninois clair-obscur en ces instants mémoriaux de la commémoration des 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Oui, il s'agit bel et bien d'une espérance portée par le premier président de l'ère démocratique qui signe de main de maître un ouvrage majeur, un legs, une mine, un trésor, c'est-à-dire ces mémoires portant un titre très significatif, vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Le chef-d'œuvre édité aux éditions L'Harmattan à Paris ce mois de février 2025 couvre 323 pages, charpentées en 3 parties, respectivement intitulées « Historique d'une région et du Dahomey au Bénin ». La première conférence nationale des forces vives en Afrique et la période de transition. Le Bénin en chantier. Et quelques documents annexes en fin de livre. Dans cette présentation, j'essaierai de vous communiquer un peu l'esprit de l'œuvre, les dynamiques de l'auteur et un petit aperçu du contenu. 1. Une espérance lumineuse dans le ciel clair-obscur de l'Afrique et particulièrement du Bénin. Les rayons de soleil aux premières heures du renouveau démocratique en Afrique se sont vite dissipés en laissant place aux nuages des plus épais. Les conférences nationales ont presque toutes échoué. Depuis lors, plusieurs pays africains peinent à reprendre le chemin démocratique. Et puis, certains d'entre eux y ont renoncé carrément. Le Bénin, quant à lui, poursuit la marche démocratique amorcée concrètement sous le règne du président Nicéphore Soglo, 1991-1996. Celui-là qui a posé les bases juridiques, institutionnelles, structurelles et économiques du processus démocratique. Courageusement, avec un sens élevé de la gouvernance rigoureuse de l'État, le président Soglo a mis en place son premier gouvernement avec des hommes et femmes de grande qualité et de compétences avérées pour relever les défis de développement. Confère le grand 3 de la deuxième partie intitulée « La dynamique du changement vers un État nouveau », pages 127 à 187. Ce travail de pionnier a connu une bonne suite jusqu'aux périodes de remise en cause programmatique de la démocratie sous prétexte de préférer le développement, alors que le président Soglo avait déjà montré et démontré comment concilier le respect des droits humains et le développement à visage humain. Alors, comment pérenniser dans l'action publique l'union nuptiale entre la démocratie et le développement? Sur ce lagon, 3 balises
guide les navigateurs sensés. Par contre, les insensés les ignorent et s'égarent éperdument. Première balise, une classe politique libre, cultivée, intègre et courageuse. À ce niveau, on note une collaboration éclairante, vraie, sincère et sans hypocrisie avec l'autorité. On observe une opposition ferme, solide, engagée et qui n'a connu d'oppression de la part et qui n'a pas connu d'oppression de la part de l'autorité. Pour y arriver, il faudrait en amont des entreprises politiques et des communautés politiques solidement fondées sur la liberté de conscience, la responsabilité, le dialogue, la fraternité, la vérité et le souci prudent du bien commun, comme le souligne le Saint-Pape Jean-Paul II. Il définissait la politique comme le souci prudent du bien commun. Le souci prudent du bien commun. Deuxième balise, le respect de la liberté d'opinion, d'expression, d'association, avec toutes les activités syndicales à divers niveaux. À l'aurore démocratique, la société civile a apporté une contribution majeure, ainsi que le monde universitaire. Plusieurs universitaires étaient au gouvernement, au Parlement, dans les institutions de la République et dans les cabinets ministériels. Ceci marqua l'entrée remarquée des universitaires en politique, la contribution de la presse et de l'intelligentsia de ce temps ont permis d'engager le processus démocratique sans peur et balisant ainsi le chemin pour les régimes successifs avec détermination, quiétude, compétitivité et sérénité. Troisième balise, la promotion de l'agriculture, l'ouverture du secteur secondaire et tertiaire à tous et les grands travaux. La vocation de promoteur agricole et industriel retrouve une éclosion pleine et prospère au cœur des grands chantiers qui révélèrent le potentiel du Béninois et son génie bien connu. Le Bénin, connu jadis un temps d'émulation intellectuelle, de promotion de l'entrepreneur béninois et d'ouverture au monde grâce à une diplomatie dynamique, engagée et rayonnante, conséquence positive des grands moyens déployés. Tout ceci contraste avec ce que nous vivons depuis près d'une décennie et que je qualifie d'inédit, en le dénonçant avec des mots précis et fermes. Aujourd'hui, pourquoi l'homme n'est-il fait que pour chanter la beauté des pierres et les louanges de l'argent roi? Pourquoi nos élections ces dernières années sont-elles exclusives avec des emprisonnements et des morts? Pourquoi l'urgence
de la révision constitutionnelle de 2019 dans des conditions notamment surprenantes. Pourquoi le militantisme politique devient-il périlleuse de nos jours? Pourquoi le militantisme politique devient périlleux de nos jours? Pourquoi l'exercice de la parole publique est-elle si menacée, flagellée et condamnée? Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie du président Soglo paraît majestueusement comme une espérance en ce contexte très rugueux qui s'impose puissamment à nous. Le Bénin politique d'aujourd'hui a besoin de relire son histoire en se réconciliant avec la démocratie à l'école de la valeureuse méthode de gouvernance du président Soglo. Le Bénin politique d'aujourd'hui doit repartir aux racines de la démocratie en s'appropriant les acquis de la Conférence nationale des forces vives qui crée en réalité un cadre propice au développement. Seul l'argent roi et les intérêts personnels ont trahi graduellement le processus et les promesses tissées et tracées par la conférence nationale. Le Bénin politique d'aujourd'hui n'a point besoin de l'autoritarisme, de l'autocratie et de la pensée unique, épouvante, qui redéfinit les standards de la démocratie au gré des agendas particuliers sous le prétexte d'un développement sans visage humain. Le Bénin politique d'aujourd'hui devra distinguer le travail infrastructurel, moderniste, de luxe, de prestige, à but élitiste et touristique, très important aussi, du travail infrastructurel de nécessité, d'humanisation et de socialisation, indispensable pour les populations, car ce dernier travail est à leur service, à l'image des établissements sanitaires, scolaires, sociaux et universitaires. Le Bénin politique d'aujourd'hui devra s'appuyer sur l'expérience des anciens, des sages et des corps constitués pour avancer durablement en changeant les mentalités par l'éducation et l'exemplarité des élites et non pas la force de la loi et la lanière de la criette. La ténacité de l'éducation en famille, la rigueur de la formation en société et l'autorité de l'autorité des élites constituent le véritable saisissement ontologique des consciences citoyennes. La ténacité de l'éducation en famille, la rigueur de la formation en société, l'autorité de l'exemplarité des élites constituent le véritable saisissement ontologique des consciences citoyennes. La ténacité de l'éducation en famille, la rigueur de la formation en société et l'autorité de l'exemplarité des consciences des élites constituent le véritable saisissement ontologique des consciences citoyennes. Vers le miracle béninois,
l'épreuve du pouvoir et de la démocratie du président Soglo nous en donne les sillons sûrs. 2. L'auteur Nicéphore Dieudonné Soglo, que représente-t-il aujourd'hui et demain? La grandeur de l'homme, grand président et non meilleur président, parce que comparaison n'est pas raison. Défenseur de la cause de l'homme noir, homme de grande culture, de lumineuse intelligence et d'ouverture aux autres dans leur savoir-être, dans leur savoir-faire, le président Soglo est un démocrate et un patriote à dimension panafricaine. La grandeur d'un président de la République s'identifie à la manière dont il vit le pouvoir, le conçoit, et comment il en fait un lieu de décision pour la consolidation du bien commun et la sauvegarde de l'intérêt général. Ceci nécessite un esprit vif, une ouverture d'esprit, une hauteur d'esprit, une liberté intérieure, une approche relationnelle décomplexée, un cœur simple et une méthode volontairement rigoureuse, impulsant le travail collectif. Le grand président, par son exemple, ses idées forces, sa bienveillance et ses œuvres marquent des générations entières. Dignement, il laisse la place aux autres, car il ouvre la compétition en comptant sur son bilan et non sur une stratégie quelconque de confiscation du pouvoir. La dignité d'homme, d'État, inséparable de la dignité de l'homme noir. Voici ce que le président lui-même dit en bon historien, aux pages 42 et 43. Or, deux continents, l'Afrique noire et l'Amérique indienne, vivaient au milieu de nations violentes et prédatrices, mais étaient dépourvues d'armes à feu ou atomiques. Et au même moment, la tuerie connaissait en France et dans toute l'Europe un prodigieux essor. Elle constitue, avec reconnaissance maritime de l'Europe occidentale, la clé de ces nouvelles invasions barbares. Le président Soglo continue toujours. C'est donc bien dans ces conditions historiques de conquête que naît la rencontre de l'Europe avec l'Afrique au sud du Sahara en général et de l'espace qui nous intéresse en particulier, destiné à devenir le Dahomey, puis le Bénin. Les rapports de l'Europe et de l'Afrique au sud du Sahara en général et du Dahomey en particulier furent désastreux pour ces derniers.
Sur le plan politique, enfin, continue toujours le président Soglo, les conséquences ne furent pas moins dramatiques. La traite pétrifia les instructions africaines dans des formes traditionnelles de plus en plus fragiles et inflexibles. Elle renforça le pouvoir des chefs. Elle fournit à ces derniers un moyen commode de se débarrasser de leur opposition. Les puissants d'Afrique occidentale transportaient leurs mécontents et leurs oubliés au-delà des mers. Fin de citation. Le savant, le poète et l'architecte. Ces trois attributs du président Soglo transparaissent aisément dans cette œuvre solennelle, qui est un délice historique, politique, économique et culturel. Livre élitiste, bien documenté, très structuré, style d'écriture et de pensée fleuri et raffiné. Le savant, le poète et l'architecte laissent à la postérité, à travers ce joyau, un vade-mecum. Juste après la préface de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le savant, le poète et l'architecte nous dit ceci. En dédicace, ce livre est dédié à ma chère épouse, Rosine Vieira Soglo, Amazone de tous nos combats, pour sa présence indéfectible à mes côtés dans la lutte pour la démocratie. Elle qui a suivi durant toutes ces années la rédaction de ce livre et serait heureuse de le voir à son terme. À mes fils, qui sauront inscrire dignement leur chemin dans le sillage d'un destin politique et la fierté d'une terre. Aux Béninois et aux Béninoises, pour ce devoir de mémoire et pour l'élan que je souhaite leur transmettre. Dans l'avant-propos, ceci est écrit. En 1990, le Bénin, l'un des plus petits morceaux de la Fédération des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest française, connue jusqu'en 1974 sous le nom de Dahomey, décida de changer le cours de son destin. Son peuple, dans un magnifique sursaut de dignité, s'est dressé d'une seule voix lors d'une conférence nationale souveraine, réunissant presque toutes les forces vives de la nation contre la violence et l'arbitraire pour recouvrer sa liberté et ouvrir la voie à un vaste mouvement de démocratisation des structures du pouvoir et de réhabilitation de l'homme noir.
Cette renaissance nationale se traduira notamment par l'avènement du multipartisme, l'organisation d'élections véritablement libres, écrit le président, l'instauration de l'état de droit, l'émergence d'une société civile, la sauvegarde des libertés individuelles et collectives. Parallèlement, la libéralisation de l'économie a jeté les bases de la reconstruction d'une économie en totale déliquescence après plus de 17 années d'un système autocratique. Le taux de croissance est ainsi passé de moins 3% en 1989 à plus 6% en 1995. 3. Quelques legs. Dans l'ouvrage, j'ai choisi 3 legs. Le premier, une politique d'ouverture diplomatique. Page 193 à 194. Dans le contexte de vive compétition, dit le président Soglo, caractérisant désormais le monde, le Bénin, pionnier d'une transition démocratique exemplaire en Afrique, devait aller de l'avant et donc organiser une offensive diplomatique d'envergure pour faire connaître son expérience et mobiliser les appuis politiques et les ressources nécessaires à la reconstruction de son économie. Les objectifs du gouvernement étaient alors d'élargir le cercle des pays amis, de mobiliser les ressources pour la reconstruction du pays et de créer un environnement favorable à la coopération et à l'intégration sous-régionale. L'option idéologique antérieure qui avait conduit le Bénin, le président continue ainsi, à réduire le champ de sa coopération avec les pays du monde. Aussi, dès la transition, lorsque j'étais Premier ministre, dit le président, dans mon discours d'investiture, avais-je tenu à insister sur une autre orientation à prendre. Il n'y aura pas de repliement sur soi. Nous vivons aujourd'hui dans une maison de verre où nul Nous avons une forte délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. En définitive, il fallait qu'un langage d'ouverture, de vérité et responsable caractérise à l'avenir les relations du Bénin avec les autres pays du monde. Et dès que l'occasion se présentait, dit le président Soglo, je ne manquais pas de redire l'importance de cette ligne de force de
diplomatie du Bénin. C'est ainsi, dans ce nouveau contexte, que le Bénin a établi de nombreuses et nouvelles relations avec Israël, la Corée du Sud, la Thaïlande, les monarchies du Golfe, l'Afrique du Sud et les pays de l'Europe du Nord, tels le Danemark et la Norvège. Le président Soglo a fait dans son livre le point de toute sa politique diplomatique. Deuxième legs, la promotion de la culture béninoise, pages 208 à 209. Le président Soglo nous dit, la culture est le ciment d'une nation. Elle est au cœur du développement en général et du développement économique en particulier. Mais la formation de l'homme n'est pas l'apanage exclusif du département de l'éducation. Aussi, il était important que la conférence nationale formule 6 importantes recommandations dans le domaine culturel, à savoir, le président Soglo cite ces points dans son livre. La prise en compte du volet culturel dans tout projet de développement, l'élaboration d'une charte culturelle qui réponde aux exigences d'une société démocratique, la préservation, la conservation, la protection et la promotion du patrimoine culturel, la création d'un fonds national à cet effet, l'établissement d'un organisme chargé de la défense des droits des artistes et des créateurs. Troisième legs, l'amour pour le monde agricole. Page 274 à 277. Le président parle de la fête des paysans. Cette fête des paysans organisée pour chaque région dans 6 départements consistait chaque année à glorifier leur travail pour les remercier de ce qu'ils avaient donné à la nation. Il y avait des remises de prix et on leur permettait parfois un tour en hélicoptère ou en bateau pour mieux connaître le Bénin. Fin de citation. 4. Quelques implications concrètes, contemporaines du livre. Premier point. Construire l'homme, travailler pour l'homme, sécuriser son avenir. Le bien-être, le mieux-être, le contexte de vie, la condition de vie, le milieu de vie sont des clés du développement local. La décentralisation est un outil essentiel du développement humain intégral et ne doit donc pas être annihilée. Elle possède en elle-même ses mécanismes intrinsèques, sa physiologie et sa motricité. Dans un pays conséquent, la mairie, pour ne pas la nommer, est à la fois la rotule du développement et le refuge des populations. En France, pendant le phénomène des Gilets jaunes, pratiquement aucune mairie n'a été outragée. Par contre, toutes les préfectures étaient systématiquement prises pour cible. Au fond, toutes les stratégies de gestion opérées par la systématisation des plans B
où l'expertocratie ou encore le tutorat augmentent les budgets tout en ne permettant pas d'atteindre tangiblement les objectifs. Point 2. L'exemplarité et l'idéologie incarnée embrasent la société. La vocation d'hommes ou de femmes politiques repose sur un trépied fondamental et indispensable. Citoyenneté, intégrité et identité. Citoyenneté, intégrité et identité. Sans cela, n'entrez pas en politique. Je vous en prie, ne forcez pas. La politique est une vocation noble, salvatrice pour une nation et en vue de l'incarner dans le quotidien des populations, ce trépied est le premier niveau de discernement. Discerner la vocation politique, aller longtemps à l'école des partis politiques, parallèlement aux formations universitaires de rigueur, ensuite s'engager dans un terroir en distinguant par la vertu de l'exemplarité, en se distinguant par la vertu de l'exemplarité, enfin annoncer, défendre ses convictions, ses valeurs et sa vision. Troisième point, la finitude humaine, l'homme fait d'argile et la nation faite de bronze. La finitude humaine, l'homme fait d'argile et la nation faite de bronze. Nous ne devons jamais avoir peur de l'homme, mortel comme nous, mais la prudence n'est pas la peur, c'est l'intelligence de vie. Pour finir, tout le devoir de l'homme se résume dans l'obéissance à la volonté de Dieu. George Washington. Tout le devoir de l'homme se résume dans l'obéissance à la volonté de Dieu. George Washington. Excellence, Monsieur le Président, vous venez de poser un acte de vie, un acte d'éternité, un acte de mémoire au cime de votre expérience et espérance de vie légendaire. Vous nous donnez là, à travers ce livre, un présent exceptionnel, inestimable et inépuisable. Puisse le Seigneur vous bénir et vous combler de tout bien. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci de continuer par ovationner le révérend Père Arnaud-Éric Aguenounon pour sa présentation. Je voudrais demander au protocole de bien vouloir nous aider à faire respecter les consignes qui ont été données à nos différents reporters. Entre-temps, nous avions accueilli parmi nous une délégation conduite par l'actuel président de l'Assemblée nationale du Bénin. Je voudrais inviter le père Arnaud-Éric Aguenounon à bien vouloir prendre place devant. C'était la place qui lui était réservée. Merci.
Honorables invités, mesdames et messieurs, cet événement qui nous réunit autour de la pensée éclairée de l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, nous rappelle bel et bien l'importance d'unir nos voix et nos esprits pour bâtir un avenir radieux pour notre chère patrie, le Bénin. C'est avec une profonde gratitude et un respect sans bornes que nous nous apprêtons à pouvoir accueillir à présent un homme dont le parcours exemplaire et l'engagement indéfectible pour la justice et la démocratie font de lui une figure éminente du paysage intellectuel et politique béninois. Le professeur Théodore Olo, éminent juriste et académicien, est l'un des rares intellectuels capables de dialoguer avec la profondeur et la rigueur nécessaires pour amener le président Nicéphore Dieudonné Soglo à baisser la garde, à réfléchir ensemble sur les enjeux cruciaux de notre nation. Son implication aux côtés de l'ancien président, tant dans la réflexion que dans l'action, a été déterminante pour le progrès de notre démocratie. En tant que membre du Présidium de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, ancien ministre, président honoraire de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Théodore Olo a su conjuguer son savoir et son engagement, forgeant ainsi des alliances constructives pour le bien de notre peuple. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de partager son témoignage, fruit de nombreuses années de collaboration et de complicité intellectuelle avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Sa voix, empreinte d'une sagesse rare, pourra nous éclairer sur les réflexions qui ont nourri la rédaction de cet ouvrage précieux. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à pouvoir accueillir chaleureusement le professeur Théodore Olo, dont les paroles pourront sans doute résonner comme un écho des aspirations nobles de notre nation. Merci, professeur. Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames et Messieurs, il m'a été demandé de porter un témoignage. J'avoue qu'avant la conférence nationale, je ne connaissais pas, je ne dirais pas le président, mais M. Nicéphore Dieudonné Soglo, qui m'honore aujourd'hui de son amitié, parce que nous avons eu un parcours dense et nous avons continué toujours à échanger. Je l'ai découvert à la conférence nationale, il est vrai. Je savais qu'il fut ministre de l'économie, qu'il a fait l'école nationale d'administration, école française où sont formées les élites du service public, qu'il était administrateur à la Banque mondiale et à la conférence nationale, il était apparu pour beaucoup d'entre nous comme l'homme de la situation. J'avais fait partie du groupe de Cournou qui avait préparé la conférence nationale. Et c'est avec plaisir que nous avons œuvré pour qu'il soit effectivement élu Premier ministre de transition. Il pensait que c'était juste pour 12 mois au maximum. Mais il aime le Bénin, la nation avait besoin de lui, et j'ai découvert dans mes relations avec le président qu'il est un homme de dialogue. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles, quand il a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, il m'a sollicité pour être son porte-parole. Je pouvais l'accompagner partout. C'est comme cela que nous avons commencé à cheminer.
dans tout le Bénin, il a traversé des moments difficiles qui m'ont donné l'occasion d'aller le voir directement dans sa chambre pour prendre les consignes. Ce qui crée déjà un rapprochement et une confiance entre nous. Il a été élu président de la République dans les conditions que nous savons tous. Il n'a pas pu prêter serment le 1er avril, compte tenu de sa santé. Il n'a fait que le 4. Mais il n'a réellement commencé à assumer ses fonctions qu'à partir du mois d'août 1991. Et ça a été la première manifestation de son rayonnement sur lequel je reviendrai plus tard. Mais j'ai découvert dans sa pratique de gouvernance qu'il est un homme de dialogue. En 1994, lorsqu'il y avait, après la dévaluation des tensions sur les mesures sociales à prendre entre l'Assemblée nationale et le président de la République, il n'hésitait pas à appeler les anciens présidents de la République, qui répondaient tous présidents. Kérékou, Maga, Zissou, Awadegbe, de Souza, pour échanger. Il sollicitait également le président de l'Assemblée nationale, à l'époque Adrien Oumbédi, pour trouver toujours des solutions aux problèmes qui se posaient à la nation. Et ce dialogue, il a déjà commencé quand il était Premier ministre. Chaque mois, il venait échanger avec le bureau du Haut Conseil de la République auquel j'appartenais, pour faire le point de la mise en œuvre des décisions de la conférence, des difficultés qu'il rencontrait aussi et des suggestions pour pouvoir maintenir le cap. Passionné d'histoire, ayant horreur de la traite des gruyères, ses principaux auteurs, son principal auteur à l'époque, et toujours étant Aimé Césaire, il a, dans l'exercice de ses fonctions, au-delà d'être un homme de dialogue, œuvré pour la réhabilitation de la dignité de l'homme noir. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Nous avons Ouida 92, nous avons le 10 janvier pour les religions endogènes, et nous avons aussi la fête des paysans pour montrer sa proximité avec le peuple. Homme de dialogue, homme d'ouverture, il a œuvré également pour le rayonnement du Bénin. En 1990, le Bénin, qui était un État à orientation socialiste, était isolé sur le plan international. Le 1er août 1991, ceux qui n'ont pas pu assister à l'investiture ont fait acte de présence, dont le président personnel Houphouët-Boigny et le fils du président des États-Unis de l'époque Bush, Jeb Bush, qui était gouverneur de la Floride. J'aurai l'occasion d'accompagner le président Soglo dans ses différents voyages. Grâce à lui, je garde toujours la photo de la visite au président Bush dans son bureau ovale. Et pour la première fois, sommes citoyens d'un petit pays noir. J'ai accédé au bureau ovale. Mais nous ne sommes pas simplement allés aux États-Unis. L'Asie, le Japon, la Chine, la Corée, Europe du Nord, Danemark, Pays-Bas,
nous avons déjeuné avec la reine des Pays-Bas de l'époque. J'ai eu la chance de dire que moi aussi, j'ai déjeuné à la table d'un roi et d'une reine. Nous sommes également allés dans les pays du Golfe. Ce rayonnement international a continué, puisque quand j'ai quitté les affaires étrangères, le président Doussou Robert, mon doyen à la faculté, a continué également à profiter de ces opportunités. J'ai eu un tic du président Soglo quand il était Premier ministre et les premières années au gouvernement, c'était costume, cravate et pochette. J'ai toujours gardé la pochette. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais garder les habitudes pour porter un témoignage vivant de la qualité de nos relations. Évidemment, moi je suis un peu figé, je n'ai pas évolué. Comme il s'affirme comme 10 fils de l'Afrique, désormais, vous ne le verrez plus en costume cravate. Même en Europe, il est toujours dans sa tenue traditionnelle qui fait hommage à la nation. Et je vois que si sur le livre, c'était le costume, le poster que j'ai là, mon de vrai Soglo, le béninois, l'Africain, assumant son africanité dans sa tenue. Et pour finir, j'ai voulu être bref compte tenu du temps. Au-delà du rayonnement international, il y a la reconnaissance internationale. Le président Soglo, que j'ai souvent accompagné dans ses déplacements, m'a permis de rencontrer feu le président Nelson Mandela, et je l'ai accompagné quand fut créé Forum for Africa, qui regroupe les anciens présidents les anciens présidents africains, dont Chissano a été élu président, malgré la présence de grandes personnalités comme Jerry Rawlings et tant d'autres, les Tanzaniens, les Nigérians, les Malgaches. Le président Soglo a été choisi pour être vice-président de Forum for Africa, forum dont le président d'honneur est Nelson Mandela. Voilà le témoignage que je voulais partager avec vous. En état non plus béninois, mais ivoirien, qui dit toujours « il ne faut pas long ce qui est court ». Personnalité ayant présidé les institutions de notre cher pays, le Bénin, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents d'institutions de la République du Bénin, Monsieur le représentant de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin, Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les maires du Bénin, Mesdames et Messieurs les responsables des différentes confessions religieuses, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté et une émotion palpable que je me tiens devant vous aujourd'hui pour pouvoir célébrer un moment d'une importance capitale dans l'histoire de notre nation, le Bénin. En ce jour mémorable, nous nous rassemblons pour la dédicace de l'ouvrage intitulé « Vers le miracle béninois », écrit par un homme dont le parcours exceptionnel et l'engagement sans faille ont indéniablement façonné notre destin collectif. Il s'agit de l'illustre Nicéphore Soglo, ancien président de la République du Bénin.
Cet ouvrage que nous avons l'honneur de découvrir aujourd'hui ne se limite pas à relater des événements marquants de notre transition démocratique, mais s'inscrit également dans une réflexion profonde sur notre identité, notre histoire et notre résilience face aux défis qui jalonnent notre parcours. Au fil des pages, ancien président de la République du Bénin, M. Nicéphore Dieudonné Soglo nous invite à pouvoir revisiter le tournant décisif de 1990, lorsque le peuple béninois, dans un élan populaire, a osé rêver d'un avenir démocratique, se libérant des chaînes d'un régime autoritaire. L'ancien président de la République nous fait revivre les tumultes d'un passé empreint d'oppression, tant esclavagiste que colonial, tout en nous offrant une vision lucide des implications politiques, culturelles et économiques qui continuent d'influencer notre réalité. À travers son expérience, à la tête de notre État, de 1991 à 1996, il évoque les travaux d'Hercule, entrepris pour redresser notre économie, faisant passer notre taux de croissance de moins 3% en 1989 à plus 6% en 1995. Dans cet ouvrage, Vers le miracle béninois, ils mettent en lumière des réalisations culturelles emblématiques, telles que la route de l'esclave et le musée des arts vaudous, qui témoignent de notre richesse et de notre diversité. C'est avec un profond respect et une admiration sincère que je vous invite, mesdames et messieurs, à pouvoir vous mettre debout afin que nous puissions observer un temps de silence pour honorer la mémoire d'une figure emblématique de notre pays, une femme de cœur, une femme de détermination qui a consacré sa vie à pouvoir servir les autres. Son engagement en faveur des droits des femmes et des enfants, ainsi que son dévouement à diverses œuvres caritatives, ont marqué différentes générations. Il s'agit de Madame Rosine Vieira Soglo, épouse de l'ancien président de la République du Bénin, arrachée à notre affection le dimanche 25 juillet 2021. Merci de nous lever. Merci de nous rasseoir. Nous nous réunissons aujourd'hui pour pouvoir célébrer un moment exceptionnel. La dédicace de l'ouvrage magistral écrit par l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, et vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. En cette occasion mémorable, permettez-moi de pouvoir vous présenter un homme dont l'engagement inébranlable et la vision éclairée ont été les piliers de cette initiative. Monsieur Galiou Soglo, en tant qu'organisateur principal de cette démarche, incarne l'esprit de dévouement et de détermination. Son leadership a permis de pouvoir rassembler
autour de ce projet des esprits brillants et des passionnés de la culture, de l'histoire de notre pays. Son implication active et son sens aigu de l'organisation ont non seulement facilité la réalisation de cette activité, mais ont également permis de rendre hommage à l'œuvre de son éminent père, un homme dont l'héritage continue d'inspirer plusieurs générations. Aujourd'hui, M. Galiou Soglo se tient parmi nous, prêt à partager sa vision et ses différentes réflexions sur l'importance de cet ouvrage et sur l'héritage intellectuel que son auteur, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, nous laisse. Je vous invite, mesdames et messieurs, à pouvoir accueillir chaleureusement M. Galiou Soglo, qui va pouvoir prendre la parole et nous éclairer sur cette belle aventure littéraire et humaine. Merci de l'accueillir avec les honneurs qui lui sont dus. Merci. Un destin politique, une vision pour un pays, ne se construisent pas sur du sable. Ce livre rappelle combien le parcours d'un homme comme mon père, Nicéphore Dieudonné Soglo, puise ses richesses à la fois dans la bonne connaissance de sa propre histoire, celle de ses ancêtres, et du continent auquel il est viscéralement ancré, et celle des autres parties du monde, avec l'acquisition de technicité économique, fruit d'une expérience solide, notamment à la Banque mondiale, et la compréhension des rouages politiques des autres États. Quand mon père devient agrégé d'histoire, il apprend. Quand il est reçu à l'ENA, il apprend toujours. Quand il est nommé à la Banque mondiale, il apprend encore. Il apprend aussi la monstruosité des hommes et des États. Aux États-Unis, il se documente sur le massacre des Indiens. Il écrit sur l'esclavage. Il ne cesse d'aiguiser sa curiosité, sa compréhension globale des pays et des peuples. Il a le soutien d'une femme hors pair, ma mère, Rosine Vieira Soglo. Mais jamais il n'a pensé ne pas retourner au Bénin pour servir son pays. Jamais il n'a désespéré d'un avenir meilleur pour les Béninois. Et c'est là que la conviction forte d'un homme rencontre les circonstances de l'histoire avec le tournant de la Conférence nationale des forces vives. Un électrochoc, une voie possible de libération, un élan populaire, volontaire, une société civile debout pour écrire l'histoire d'un autre Bénin, en démocratie. Fort déjà de ce printemps africain, mon père fut l'homme de la situation, l'homme qui put sortir les Béninois d'une situation économique, politique, sociale, désastreuse, en totale déliquescence, avec un effondrement bancaire, économique, des emprisonnements à tout va, une liberté de parole confisquée, et un peuple à jamais déboussolé dans sa propre identité. Ce livre témoigne d'une tranche importante de notre histoire, et bien plus. Il détaille les difficultés auxquelles mon père dut faire face dans l'exercice du pouvoir pour mener à bien les réformes vitales, entamer les travaux d'Hercule, sortir le Bénin du marxisme-léninisme, le faire reconnaître et briller à l'international, renouer des liens avec les pays frères. Bref, l'ambition stimulante d'un homme pour faire émerger une nouvelle dynamique sociétale. Il sut relever les défis auxquels il fut confronté avec nombre de nos compatriotes, et les résultats parlent d'eux-mêmes. À ce titre, Nicéphore Dieudonné Soglo est indubitablement le père du Bénin moderne. Il a laissé et laissera une trace
inextinguible. Je ne peux qu'être admiratif des chemins qu'il a ouverts, des espoirs qu'il a suscités auprès de nos compatriotes. Mais ce livre est bien plus qu'un livre politique. On y décèlera la dimension personnelle de mon père, qui est profondément un homme de culture. Il rappelle notamment très justement à la fois l'histoire du Dahomey, profondément enraciné dans l'histoire africaine, de tout un continent, depuis l'esclavage et la colonisation avec les défis de nos rois. Mais il éclaire nos racines profondes et la fierté d'un peuple. La force de nos empires et de nos sociétés tant culturelles, spirituelles qu'organisationnelles et guerrières. Il nourrit la mémoire vive et collective sur laquelle nous pouvons renaître. À travers ses écrits, précurseurs à bien des égards, car rédigés en bonne partie il y a plus d'une quinzaine d'années, on pourra relire, revisiter notre histoire, en tirer un enseignement dans les écoles, les universités, pour les jeunes générations. Pour écrire une nouvelle page, penser un devenir, il faut être conscient de ce que l'on porte et des possibles, des réussites. Malheureusement, à y regarder de près, nous sommes aujourd'hui encore à la croisée des chemins. Que voulons-nous? Pourquoi céder au fatalisme? C'est parce que nous sommes pleins d'une histoire tant riche que sombre, que demain, cette force fera éclore un Bénin où il fera bon de vivre pour tous. Nous sommes le 27 février 2025. Il y a 35 ans, notre nation vivait un moment historique, la conférence des forces vives. En mémoire de ces moments solennels, moi, Gagnou Soglo, je me tiens devant vous, non seulement comme le fils de Nicéphore Dieudonné Soglo, mais aussi comme un citoyen qui a choisi de poursuivre le combat pour la démocratie. En 2021, fidèle aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution de 90, cette loi fondamentale, née des aspirations populaires lors de la conférence nationale, j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle. Ce n'était pas simplement un acte politique, mais un devoir de mémoire, un engagement à perpétuer les valeurs pour lesquelles nos aînés se sont battus. J'ai payé le prix de cet engagement, car mes chers compatriotes, nous ne pouvons permettre à l'amnésie de gagner nos esprits. Les acquis démocratiques de 90 ne sont pas de simples pages d'histoire, mais le fruit de sacrifices et de luttes acharnées. La Constitution de 90, contrairement aux modifications de 2019, incarnait l'esprit même de notre nouveau démocratique. Aujourd'hui, permettez-moi, pour finir, d'adresser mes plus sincères remerciements à vous tous qui êtes venus aujourd'hui honorer le président Nicéphore Soglo et commémorer ce moment historique. Votre présence nombreuse témoigne de l'impact profond que le président Soglo a eu sur notre pays et sur chacun d'entre nous. Vous êtes venus des 4 coins du Bénin et même au-delà de nos frontières pour célébrer l'héritage d'un homme qui a osé rêver d'un Bénin meilleur et qui a œuvré sans relâche pour transformer ce rêve en réalité. Je tiens à remercier particulièrement les officiels, les représentants du corps diplomatique, les anciens acteurs de la conférence nationale, les journalistes et tous ceux qui ont fait le déplacement. Leur présence honore non seulement le président Soglo, mais aussi nous, membres de son entourage. Un merci spécial et une profonde pensée à Madame Rosine Vieira Soglo, qui a été un pilier indéfectible dans ce parcours historique, ainsi qu'à tous les renaissants, les Wezéwé. Le jour se lève. Merci. Merci. Je vais demander aux différents photographes de bien vouloir représenter. Merci. Le gouvernement béninois
s'est fait représenter à cette belle activité de ce soir. Et c'est bien sûr le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, qui est là, dépêché sans doute par le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, pour pouvoir honorer l'ancien président de la République du Bénin, qui est en train de partager ces moments de dédicace autour de son orage avec nous. Avec votre permission, je voudrais donc vous prier de m'aider à accueillir le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour son message. Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, Monsieur le Président Yahi Boni, très distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond respect et une grande admiration que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette dédicace de l'ouvrage du président Dieudonné Soglo, qui s'inscrit dans la tradition des grandes contributions intellectuelles au service de la mémoire nationale. Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie n'est pas seulement un livre, c'est un témoignage d'histoire, une réflexion sur le destin d'un peuple et une immersion dans l'expérience d'un homme d'État confronté aux réalités complexes de l'exercice du pouvoir. Dans les sociétés qui accordent une place centrale au savoir et à la transmission des expériences, il est du devoir des figures publiques de partager leur parcours, leurs enseignements et leur vision du monde. Par cet ouvrage, le président Nicéphore Soglo honore cette exigence, offrant au lecteur une plongée dans les coulisses d'un tournant décisif de notre histoire. Monsieur le Président, vous avez été l'un des principaux architectes du renouveau démocratique du Bénin. Vous avez assumé la lourde responsabilité de guider notre nation à un moment critique, après des décennies de bouleversements politiques et économiques. Votre accession à la magistrature suprême, au lendemain de la Conférence nationale des forces vives de 1990, a marqué un changement de paradigme. Vous avez hérité d'un pays en quête de repères, à reconstruire sur les bases d'une gouvernance démocratique et d'une économie à relancer. Ce livre met en lumière les défis, les choix et les sacrifices qu'exige la charge de l'État. Il nous éclaire sur les luttes menées, les réformes entreprises et les résistances rencontrées. Mais au-delà du récit politique, il révèle, disais-je, une profonde réflexion historique qui témoigne de votre regard sur l'Afrique et son rôle dans le monde. Vous y explorez avec lucidité les liens entre le passé colonial, les mutations post-indépendance et les défis contemporains, mettant en perspective le Bénin dans l'histoire globale. Et dans cette perspective, l'ouvrage propose une vision intéressante du développement culturel comme moteur de la renaissance nationale à travers des initiatives comme WIDA 92. Cette approche qui lie économie, culture et politique
montre votre volonté de placer le Bénin sur la carte du monde à travers son identité et son histoire. Certes, vous évoquez votre parcours, Monsieur le Président, votre autobiographie politique, mais cet ouvrage est aussi une leçon sur la démocratie et la gouvernance. Il interroge l'équilibre entre idéal et réalité, entre aspiration populaire et contraintes du pouvoir, entre réformes nécessaires et résistances institutionnelles. Il rappelle combien la démocratie est un processus en constante évolution, nécessitant vigilance et engagement de tous les citoyens. En tant que ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais saluer cette contribution majeure à la construction de notre mémoire collective. Un peuple qui connaît son histoire est un peuple armé pour affronter son avenir. Cet ouvrage vient ainsi enrichir notre patrimoine intellectuel et nourrir la réflexion des générations présentes et futures. Je voudrais donc formuler le vœu qu'il soit largement lu, discuté, médité, qu'il alimente le débat démocratique et inspire l'engagement citoyen. Monsieur le Président, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous adresse mes plus sincères félicitations pour cette publication et bien évidemment en toute humilité. Puisse ce livre constituer un legs précieux et un témoignage vibrant de notre attachement aux valeurs démocratiques, à la liberté de penser et à l'élévation de l'esprit. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je voudrais vous remercier infiniment. Merci de continuer par ovationner le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, représentant le chef de l'État et son gouvernement à cette cérémonie de dédicace. Merci à nos reporters de bien vouloir joindre leur place. Je voudrais à présent, avec un immense honneur, vous présenter un homme dont le parcours intellectuel et spirituel incarne l'engagement envers les valeurs fondamentales de la dignité humaine, de la liberté et de la justice sociale. Le père Arnaud-Éric Aguenounon est un philosophe politique et écrivain essayiste de renom dont les réflexions éclairées sur la démocratie et les droits humains résonnent avec une acuité particulière dans notre contexte contemporain. En tant qu'analyste politique averti, le père Arnaud-Éric Aguenounon a su naviguer avec brio dans les méandres complexes de la pensée politique, alliant rigueur intellectuelle et compassion humaine. Sa fonction en tant que directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix témoigne de son dévouement à promouvoir les valeurs de justice et d'harmonie au sein de notre société. Il est un fervent défenseur des droits de l'homme et sa vision pour un monde meilleur est non seulement inspirante, mais également profondément ancrée dans la réalité des défis que nous affrontons. Il nous fait l'honneur
cet après-midi de pouvoir nous présenter l'ouvrage Vers le miracle béninois, écrit par l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo. À travers cette œuvre, l'auteur nous invite à réfléchir sur les voies de la Renaissance béninoise. Et à son tour, le père Arnaud-Éric Aguenounon, par son analyse sans doute pénétrante, saura éclairer les enjeux sous-jacents qui touchent notre nation, le Bénin. Je voudrais donc vous convier à pouvoir écouter cet éminent penseur dont la voix résonne comme un appel à l'engagement civique et à la responsabilité collective. Sa passion pour la justice et pour la paix, ainsi que son attachement indéfectible à la dignité humaine, font de lui, sans aucun doute, un interlocuteur précieux dans notre quête de vérité et de progrès. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'aider à accueillir ici le père Arnaud-Éric Aguenounon pour sa présentation.